Ce que tu dis là, ça me fait penser à quelque chose que je répète toujours à mes élèves, c'est que pour moi, si je devais définir la voix, ou en tout cas le travail de la voix en un seul mot, c'est le mot équilibre. Ouais. Quoi que tu travailles en chant ou même sur la voix parlée, tu te retrouves toujours face à cette question d'équilibre. Ça m'y fait penser ce que tu dis, parce que si tu veux des aigus très pleins, il faut qu'il y ait du grave. Tout à fait. Sinon, c'est que aigu et le son part comme ça et c'est pas agréable. On sent que le son n'est pas rond, n'est pas plein. Et même, on peut se mettre en danger, pardon, je te coupe. On peut aussi se mettre en danger, ouais. En allant trop dans une direction. Dans une contrainte aussi, c'est ça, du coup. exactement, ouais. À l'inverse, si on veut du grave, il faut garder de l'aigu, sinon c'est caverneux, sinon c'est écrasé. Tout à fait. Si on va vers quelque chose de lent, pour pas se laisser tomber et dans la lenteur et devenir chamallow, il faut penser 2 fois plus vite. À l'inverse, le rapide, il faut le penser plus lent. Enfin, tu vois, c'est toujours prendre le contre-pied, en fait. Tout est une question d'équilibre. Tout à fait. En fait. Ça me fait penser au masque du théâtre italien. On rit et on pleure en même temps. On est vraiment toujours dans ce jeu, en fait. Et c'est là aussi, du coup, que c'est intéressant et où on peut aller amener de la souplesse. Et c'est super chouette. Donc, pour revenir à la question, qui était comment notre histoire impacte notre identité vocale, est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent, toi ? Eh ben moi, il y a aussi forcément... à l'inverse, est-ce que la voix peut avoir un impact sur l'histoire ? Notre histoire. Est-ce que notre voix peut avoir un impact sur notre histoire ? Est-ce que des voix peuvent avoir un impact sur notre histoire ? Et aussi de manière plus large, est-ce que des voix ou même des artistes, pour ouvrir... est-ce que des identités artistiques ont eu une influence sur un style de musique en particulier ou sur l'évolution d'une technique Passionnant, toutes ces questions. Oui. Alors moi, quand tu me parles de voix qui ont eu une influence, je pense à ma grand-mère tout de suite, qui chantait. Il y a un peu d'émotion qui vient. Elle avait une très jolie voix, et c'est peut-être pour ça aussi que finalement je me suis pas autorisée à aller dans les graves, parce que elle avait une voix vraiment aiguë, et pour moi peut-être que avoir une voix aiguë c'était avoir une jolie voix, ou avoir une jolie voix c'était avoir une voix aiguë. Peut-être que j'avais pas encore compris qu'avoir une voix grave, ça avait aussi d'autres qualités, etc. D'ailleurs, l'attrait de l'aigu est quand même quelque chose de très réputé, répandu, en tout cas pour le classique. Peut-être que pour le jazz, c'est pas tout à fait pareil. Mais pour nous, je pense que le public applaudit toujours plus un aigu plutôt qu'un grave. Il y a ce côté un peu sensationnel, un peu... tu vois ce que je veux dire ? Oui. Et pour vous, du coup, en jazz, comment ça se passe ? En jazz, pas forcément. Moi, dans mon parcours, d'ailleurs, j'ai très tôt été attirée par le jazz. Et quand je suis entrée au conservatoire, je faisais jazz et classique. Et c'est rigolo parce qu'en jazz, on me disait « Ah tiens, ça s'entend que tu fais du classique. » Et en classique, on me disait « Ah tiens, ça s'entend que tu fais du jazz. » Donc la question de l'identité vocale a été un très 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 long sujet pour moi. Et en fait, ce qui a été déterminant pour moi dans le choix d'aller vers le jazz, c'est pas que j'aimais pas le classique ou que je me sentais pas douée ou à ma place. J'aimais les deux parce que j'aime la voix, j'aime chanter et je trouvais du bon dans tout. Mais par contre, ce qui m'a touchée dans cette question de l'identité, c'est que l'histoire même du jazz est une question d'identité. Ah, c'est intéressant. Et je pense que c'est ça qui, depuis toujours, me fascine et me passionne dans cette musique-là. C'est que si tu regardes de la naissance du jazz à aujourd'hui, toute son évolution est liée à l'identité. Que ce soit l'identité d'un peuple au sein d'un autre peuple, puisque le jazz, c'est quand même une musique... qui est issue du mélange entre la variété américaine et les chants des esclaves
qui venait d'Afrique. C'est vraiment un mélange des deux. Et puis, quand tu regardes l'évolution du jazz, c'est des grandes personnalités qui ont fait évoluer le jazz, mais c'est toujours en lien avec leur identité. La bossa nova, par exemple, c'est clairement le mélange entre le jazz qui a démarré du mélange entre la variété américaine et la variété et les chants des esclaves, qui s'est mélangé au chant traditionnel brésilien, tu vois. Aujourd'hui, je parlais d'Affaire Youssef tout à l'heure, je pourrais en citer plein d'autres. Aujourd'hui, on parle beaucoup aussi de jazz fusion, mais parce que dans le jazz, il y a de plus en plus de sonorités. Il y a des sonorités des pays du Nord, il y a des sonorités de l'Afrique du Nord, beaucoup. Où on prend Tigran Amazian qui va mettre ces couleurs des chants traditionnels d'Arménie, des musiques traditionnelles arméniennes avec le jazz. Et en fait, le jazz est une fusion à proprement parler. Waouh, ça me fait frissonner, j'adore. Et quand j'étudiais plutôt la musique classique, j'ai retrouvé ça aussi dans la musique classique, mais plus à des époques charnières. C'est-à-dire que le baroque a amené un style qui en a amené un autre, mais à chaque fois a fini par devenir un genre à part entière. Mais dans la musique classique aussi, on retrouve des histoires de fusion comme ça. En fait, il y a un moment dans ma vie où j'ai vraiment sérieusement pensé arrêter de chanter. Parce que je me sentais plus à ma place, parce que vocalement c'était compliqué, bref, j'étais un peu perdue. Et donc j'ai vraiment réfléchi à me reconvertir et à faire toute autre chose. C'est d'ailleurs là que j'ai commencé à m'intéresser au coaching, etc. Et donc pendant 1 an, j'avais pris un congé de l'Opéra de Nantes où j'étais salariée à l'époque. Et donc j'ai commencé à étudier complètement autre chose. Puis du coup j'avais quelques concerts que j'avais encore à honorer, mais ma voix je ne l'ai pas travaillée pendant 1 an. Et ce qui était vraiment incroyable, c'est que j'ai fait d'énormes progrès. Parce qu'en fait tout ce que j'étais en train d'apprendre et d'expérimenter et de libérer émotionnellement, psychiquement, psychologiquement, je ne sais pas, ça avait un impact sur ma voix en fait. Et c'est là où je trouve ça fascinant. Et après, en fait, évidemment, je n'ai pas arrêté de chanter parce que c'est revenu me rattraper. Et du coup, j'ai eu un autre regard aussi sur le travail de la voix. Un peu comme si la voix nous montrait le chemin, en fait. D'ailleurs, pour compléter, ça me fait penser, Christine, on parlait de mes origines tout à l'heure. Je me souviens que quand j'entendais mon père parler français ou arabe ou dans d'autres langues, parce qu'il parlait plusieurs langues, sa voix n'était pas du tout placée de la même manière. Ah ouais, ça c'est incroyable. C'est vraiment... Et toi, en chant lyrique, tu chantes dans plein de langues différentes, en russe, en latin, en anglais, en français, etc. Est-ce que tu sens que le placement est différent ? Ah, totalement. Ça n'a absolument rien à voir quand on chante en italien, en français, en allemand, en russe, en anglais. La langue, en fait, invite vraiment à poser la voix d'une manière différente. Aussi bien au niveau d'ailleurs de la prononciation des consonnes que la prononciation des voyelles. Il y a aussi des voyelles, des consonnes qui sont spécifiques. Par exemple, en russe, il y a des qu'on n'a pas du tout dans d'autres langues, etc. Et d'ailleurs, c'est pas forcément évident de bien capter parce que notre oreille, surtout quand on ne parle qu'une seule langue maternelle, notre oreille n'est pas forcément ouverte à certaines sonorités, certaines subtilités dans l'intonation, dans le spectre. Quand tu parles de l'ouverture de l'oreille, ça me fait penser, je ne vais pas développer ici, mais j'invite les gens qui nous écoutent ou nous regardent à aller taper Tomatis sur Internet. Tomatis, c'est quelqu'un qui a fait des recherches sur le lien entre la voix et la géolocalisation. En fait, en fonction de où on se trouve sur Terre, si on est proche de l'eau, si on est en altitude, si on est proche du pôle, proche de l'équateur, etc., on ne reçoit pas les mêmes ondes. Ah, c'est incroyable. Donc, ça. Notre oreille n'entend pas de la même manière. Et d'après ces recherches, l'oreille la mieux formée, l'oreille qui entend le plus de choses, ce serait l'oreille russe.
Et Tomatis a fait une étude à la fac d'Aix-en-Provence. En fait, il a pris une classe d'étudiants en langue, en anglais, je crois. Et il a coupé la classe en deux, il leur a mis des casques. Et dans une partie de la classe, il a envoyé les ondes qu'on entendait en Russie. Et les élèves qui travaillaient 1 heure par semaine avec les ondes russes avaient de meilleurs résultats que tous les autres élèves. Donc où est-ce qu'on peut se procurer ces ondes russes? Alors, c'est à manipuler avec des pincettes. Il y a encore des écoles Tomatis, mais il a très mal fini sa vie. Il a été radié de l'ordre des médecins parce qu'en fait, justement, à trop jouer avec ça, il y a des gens qui ont eu des problèmes de santé, ça a déformé. Il y a des gens qui ont eu des déformations de la colonne vertébrale ou ce genre de choses. Donc c'est bien, ça prouve bien aussi le lien entre ce qu'on entend et la manière dont notre corps va se constituer et du coup dont nos résonateurs vont se constituer et comment on va émettre un son. Il y a vraiment un lien entre ce qu'on entend, les voix qu'on entend, etc. Mais il y a aussi quelque chose de beaucoup plus sensible que ça encore. Passionnant. Ouais. Et dernier rapport, vous allez tous taper dans Google Jean-François Bonastre, qui est un professeur à l'Université d'Avignon qui étudie la biométrie de la voix. Et en fait, ils sont en train de prouver, peut-être qu'ils l'ont déjà prouvé, que la voix est encore plus unique qu'une empreinte digitale. Wow. Et donc, ça promet de grandes avancées au niveau de la justice, notamment. Surtout aujourd'hui, avec tous les enregistrements possibles de téléphones, etc. Et ça prouve bien aussi que la voix a son identité propre. C'est ça. Et aussi unique que chaque individu. Comme l'iris et les empreintes digitales. Voilà, exactement. Génial.